Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, aujourd'hui on va parler d'une maladie qui reste encore très mystérieuse et pourtant des millions de personnes en souffrent terriblement, à savoir la maladie de Lyme avec Adam Nour, naturopathe et spécialiste dans l'accompagnement de la borréliose de Lyme et des troubles inflammatoires, digestifs et auto-immunitaires chroniques. Prenez de quoi prendre des notes car vous allez apprendre plein de choses. Il nous explique comment les tiques sont contaminées, comment agissent les bactéries dans notre corps, quels sont les nombreux symptômes, parce que malheureusement il en existe plus de 500, pourquoi certaines personnes déclenchent aussitôt des symptômes et d'autres beaucoup plus tard, pourquoi c'est une maladie qui est très compliquée à diagnostiquer. On parle également des divers diagnostics existants, des tests souvent insuffisants et de l'errance médicale vis-à-vis de cette maladie. Adam nous témoigne ensuite sa descente aux enfers, comment il s'est fait contaminer, son parcours du combattant pour réussir à trouver enfin le nom et la cause de tous ses problèmes, les conséquences que la maladie a eues sur sa vie, parce que plus rien n'était pareil, et comment il a réussi à comprendre que c'était bien cette maladie-là. Cette interview est divisée en 2 épisodes et le deuxième portera plus sur les outils pour se soigner, comment faire pour se protéger davantage, comment reconnaître qu'on est contaminé, que faire en cas de piqûre, que faire en cas d'érythème, à qui s'adresser, quels outils peuvent nous aider, ce qu'est la réaction Alzheimer, et enfin, on fait le point sur les nombreuses machines et les nombreux protocoles plus ou moins efficaces pour aider les malades. Bonne écoute! Bon, en tout cas, Léna, merci pour ton invitation. Bah non, mais merci à toi, je suis hyper contente. Comme t'as bien vu, je suis assez inspirée par toutes ces questions, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Et du coup, je trouve ça bien que tu puisses nous parler un petit peu de ta vie, de ce qui s'est passé, et en même temps que tu nous conseilles, puisque tu as créé des protocoles. Donc voilà, je suis hyper contente que tu sois là. Merci. Oui, en effet. Et puis, il y a très peu de personnes, finalement, qui maîtrisent vraiment ce sujet, donc c'est hyper important. Bah exactement, ouais. Alors, on va commencer direct, si tu es prêt. Allez. Il y a quelques années, tu as souffert de cette maladie, qui était encore assez méconnue, la maladie de Lyme. Avant que l'on parle de ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est comme maladie ? Car effectivement, beaucoup de gens en entendent parler, mais ne savent pas ce que c'est spécifiquement. Alors, on peut dire qu'il y a 2 définitions pour la maladie de Lyme. Il y a une définition simplifiée et originelle qui correspond en fait à une infection bactérienne, donc à la borréliose de Lyme, qui est un spirochète, c'est-à-dire une bactérie en forme de tire-bouchon et qui est principalement transmise par morsure de tique. À l'origine, on pensait que c'était une maladie qui était facilement identifiable et facilement traitable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la maladie est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, qu'elle est en fait multi-infectieuse, donc il ne s'agit pas d'une seule bactérie mais d'un cocktail infectieux, qu'elle n'est pas transmise que par les tiques, bien que la tique reste le vecteur principal, qu'elle peut être chronique et qu'elle est finalement multidimensionnelle et multifactorielle parce que largement influencée par l'état du terrain et de l'immunité de la personne. Eh ben putain, bon courage. Oh la vache. Et je pourrais rajouter qu'elle est très difficile à diagnostiquer et à traiter avec une approche classique parce que justement multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle sécrète des toxines, elle crée des dommages, elle peut créer de l'auto-immunité, etc. Donc c'est très complexe et aujourd'hui, de plus en plus de personnes, malheureusement, sont dans le cas de la forme chronique et complexe de la maladie. Ouais. Et en plus, c'est assez compliqué parce que toutes ne sont pas contaminées. Alors, je sais pas comment elles-mêmes elles deviennent contaminées. C'est par des bêtes, j'imagine. Tout à fait. Alors, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tiques qui sont infectées. Elles ne le sont pas toutes, fort heureusement. En fait, ça va vraiment dépendre des animaux avec lesquels la tique est entrée en contact. Ouais. Avant de piquer l'être humain, la tique a ancré en fait sur la peau de mammifères, sauvages ou d'élevage, d'oiseaux ou bien de reptiles, et puis elle s'est nourrie de leur sang grâce à un rostre qu'elle enfonce donc dans leur peau, et ainsi elle ingurgite en fait toutes les infections qui se trouvent dans le sang de ces animaux. Et puis lorsqu'elle prend pour otage un être humain, elle va donc à nouveau enfoncer son rostre dans sa peau, et à ce moment-là, elle va régurgiter directement dans le système sanguin de la personne toutes les infections qui sont désormais présentes dans son système digestif. Donc des virus, des bactéries, des protozoaires, des nématodes, donc des parasites, qui sont donc responsables de ce que l'on appelle les maladies vectorielles à tiques. Donc en fait, la combinaison d'infections en présence, elle va dépendre un petit peu de ce qu'a rencontré la tique au cours de sa vie. Ouais, c'est ça, si t'es chanceux ou pas. Et en plus, il me semble que c'est pas que forcément dans les bois que tu les trouves, puisqu'elles s'attachent aux rongeurs, aux oiseaux migrateurs, etc., c'est ça ?
Tout à fait, bah, c'est comme ça qu'elles ont pu, arriver en Europe, en fait, parce que la maladie de Lyme est née, alors on pense qu'elle est née sur une île, qu'elle a été, en fait, modifiée dans un laboratoire sur une île qui s'appelle Plum Island, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'elle est née dans un petit village dans le Connecticut qui s'appelle Lyme, d'où le nom. D'accord, sympa. Et justement, donc ça, c'était dans les années 70, il y a eu une pandémie d'arthrite juvénile dans cette région. Et donc les parents ont investigué jusqu'à ce qu'un médecin découvre qu'en fait le facteur commun et donc responsable de cette arthrite juvénile était une bactérie qui s'appelle la borréliose de Lyme et qui était transmise par les tiques. Et les tiques peuvent en effet s'accrocher sur les oiseaux migrateurs qui sont venus jusqu'en Europe nous délivrer ces tiques. Eh ben, sympa. Voilà, et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont infectées par leurs animaux de compagnie, en fait, qui ramènent des tiques à la maison, Hmm. étant donné que les tiques peuvent prendre pour hôte des chats, des chiens, etc. Donc oui, en effet, on n'est pas forcément contaminé lorsqu'on va se promener en forêt, on peut être contaminé chez soi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Même à Paris, hein, moi j'étais dans des mini-squares et puis il y a des petites bêtes, un tic qui m'est tombé comme ça par un arbre, il m'est tombé sur le genou. Tu es là, ah d'accord. Donc il faut faire attention, hein, il y en a partout. Attention, oui, partout, dans tous les pays, la maladie est présente dans tous les pays Ouais. du globe et durant toutes les saisons. Ah oui, d'accord. Donc il y a même plus une saison où on est un petit peu tranquille. Non, c'est toute l'année. Bah, avec le réchauffement climatique, on peut être contaminé toute l'année. Après, c'est vrai qu'il est certain que c'est pire au printemps. C'est vraiment la saison où il y a le plus de tiques, mais on peut être contaminé toute l'année, donc bien faire attention, bien s'examiner toute l'année et prendre beaucoup de précautions lorsque vous vous baladez en forêt. Ouais, de toute façon, ça, on va développer ça dans le deuxième épisode. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps à partir du moment où on est contaminé? Est-ce que ça veut dire que certaines personnes sont porteurs de la maladie sans en déclarer de symptômes aussi? Ou comment ça se passe? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs cas qui sont possibles. Donc, lorsque la tique est infectée, elle va donc transmettre les infections vectorielles à la tique. Soit le système immunitaire de la personne est efficient et il va cibler et éliminer l'infection avant qu'elle ne pénètre dans les tissus, qu'elle ne se chronicise. Dans ce cas-là, la personne n'est pas du tout, n'est plus porteur. Soit le système immunitaire de la personne ne peut pas éliminer l'infection, par exemple parce que la personne n'a pas une bonne immunité, ou parce qu'elle a des prédispositions génétiques à ce type de pathologie, ou parce que la tique était particulièrement infectée, chargée en pathogènes, et que la charge transmise fut trop importante. Et donc à ce moment-là, la bactérie va progresser dans le corps et elle va aller coloniser tous les systèmes et les organes pour lesquels elle a ce que l'on appelle un tropisme, c'est-à-dire une affinité, et tous les endroits du corps où elle va se trouver à son aise. En fait, finalement, c'est là où elle s'attaque à nos faiblesses, quelque part, à nos parties qui sont peut-être un petit peu plus fragiles. Tout à fait. Et donc elle va créer en fait de l'inflammation à travers différents mécanismes, mais le principal est la sécrétion de toxines qui sont pro-inflammatoires. Elle peut également provoquer de l'auto-immunité, parce qu'en fait la bactérie va se confondre avec nos propres cellules, et le système immunitaire, lorsqu'il va essayer de cibler et d'attaquer la bactérie, va en fait se retourner contre nous. Et puis, cette inflammation va en fait servir pour elle de nourriture, parce que c'est le mécanisme de l'inflammation qui va décomposer les tissus de la personne et donc relâcher des nutriments qu'elle va utiliser comme nourriture pour survivre et se reproduire. Et dans ce cas-là, l'inflammation peut arriver très tôt après la transmission de la maladie. Donc, une personne qui vient d'être piquée peut développer le jour même ou dans les jours qui suivent des symptômes parfois très impressionnants comme des paralysies faciales. Dans ce cas-là, on arrive à faire le lien si on a bien vu la tique. Et puis parfois, elle gagne du terrain en sourdine pendant des mois, voire pendant des années. Donc la personne est porteur sain, elle ne présente pas de symptômes. Et puis un jour, la maladie s'active, généralement suite à un choc immunitaire, un stress, un accident, une exposition à une toxine environnementale, quelque chose qui vient affaisser l'immunité. Et donc là, la bactérie s'active et commence à produire des symptômes. Et dans ce cas-là, c'est très difficile parce qu'on ne fait pas le lien avec une potentielle morsure de tique et on tombe directement dans le tableau chronique. Hmm. C'est ça en plus qui est horrible, c'est qu'il y a tellement d'effets secondaires et tellement de symptômes différents que c'est difficile d'identifier la maladie de Lyme. Oui,
Tout à fait. C'est l'un des grands problèmes de la maladie, c'est qu'en effet, elle peut provoquer jusqu'à 500 symptômes. Oh la vache, ouais, c'est énorme. On l'appelle à ce titre la grande imitatrice. Elle peut imiter n'importe quelle pathologie et elle peut même provoquer certaines pathologies. Il y a des personnes qui vont être diagnostiquées atteintes d'une maladie auto-immune comme une sclérose en plaques ou un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde par exemple, Ouais. qui vont donc avoir des marqueurs d'auto-immunité. Donc la maladie est bien là, mais la cause en fait est bactérienne, c'est-à-dire que c'est la maladie de Lyme qui a provoqué cette réaction auto-immunitaire. Hmm. Ouais. Donc c'est compliqué dans ce cas-là de poser un diagnostic parce qu'il y a certaines personnes qui vont plutôt rester sur le diagnostic de la sclérose en plaques et qui ne vont pas vraiment croire à la maladie de Lyme. Enfin voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis cette variété au niveau de la symptomatologie, elle s'explique en réalité par différentes choses. La première étant qu'il existe différentes souches et espèces de borréliose et que chacune va avoir ses préférences. Il y a des souches et des espèces qui vont avoir une préférence pour le système articulaire, par exemple. C'est le cas de la Borrelia burgdorferi, donc celle qui est la plus répandue. Il y a des souches et espèces qui vont avoir un tropisme pour le système nerveux, ou bien pour le système musculaire, pour le système cutané. Il y a également la question des co-infections, qui vont varier chez chaque personne et qui expliquent aussi les différences au niveau de la symptomatologie. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, les faiblesses de terrain. Hmm. Donc, si Ouais. une personne a une faiblesse au niveau articulaire, par exemple, qu'elle a beaucoup d'antécédents d'arthrite, d'arthrose dans sa famille, elle a plus de chances de développer un Lyme articulaire parce que la bactérie va plus facilement coloniser cette partie-là de son corps, ce système-là. Ouais, totalement. Alors maintenant qu'on a les bases, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Comment tout ça a commencé pour toi? Oui, bien sûr. Alors, dans mon cas, tout a commencé au mois de février 2015. Donc, je me suis réveillé un beau matin avec des douleurs dentaires diffuses et migratoires qui allaient de bas en haut, de droite à gauche et qui étaient inhabituelles. Je n'avais jamais ressenti ça. Donc, je me suis orienté vers un premier dentiste et puis un second dentiste, un troisième dentiste, qui n'ont rien trouvé de particulier qui pourrait expliquer ces douleurs dentaires. Et puis, les symptômes se sont multipliés au fil du temps. Donc, j'ai commencé à ressentir une sensation de crispation de la mâchoire qui se bloque d'un coup. Des douleurs au niveau musculaire, des douleurs au niveau articulaire, des migraines très intenses au point où je pouvais m'évanouir, des troubles visuels, des douleurs dans les oreilles. Et tout ça, ça s'est développé en combien de temps? En l'espace de 9 mois environ, j'ai développé une cinquantaine de symptômes. Ah ouais, donc l'hécatombe, quoi. Ouais. L'hécatombe, et puis mon système le plus infecté, le plus enflammé était en fait le système neurologique. Donc je ressentais énormément de névralgie, de parasthésie, de neuropathie, donc des fourmillements, des picotements, des engourdissements dans le corps, dans le corps entier en fait. Hein. Tous mes nerfs me brûlaient. J'imagine que t'as cru que c'était une sclérose en plaques à un moment, non? Alors justement, j'ai pensé à la sclérose en plaques, j'ai aussi pensé à la fibromyalgie. En fait, ça pouvait correspondre à tout et à n'importe quoi, donc c'était extrêmement compliqué. Ensuite, j'ai commencé à avoir une atteinte cardiaque. Donc là, c'est compliqué parce que il peut y avoir des complications parfois mortelles. Donc oui, j'étais dans un état assez catastrophique. Et tu travaillais à ce moment-là? Alors, au moment où j'ai donc développé les premiers symptômes au niveau buccal, au niveau dentaire, j'étais en master 2 de droit à Strasbourg, Ouais. en Alsace, qui est une région endémique de la maladie de Lyme. Ouais. Et je ne le savais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et donc, quand on commence à ressentir des douleurs au niveau dentaire, on ne pense pas à la maladie de Lyme. Même un médecin ne pense pas à la maladie de Lyme. Au départ, c'était des symptômes qui venaient par période. Donc, je pouvais avoir 1 mois, 2 mois avec des symptômes et puis un autre mois où ça allait plutôt bien, où je me sentais à 90%, 95% asymptomatique. Ouais, donc dans ce cas-là, la routine, elle reprend le dessus. Tu te dis, bon, ça va mieux, donc profitons de ce moment-là. Et puis, t'arrêtes de chercher un peu plus loin et tu continues ta vie, quoi. C'est ça. On se dit, bon, moi à ce moment-là, j'étais sous traitement Roaccutane en fait, le traitement qu'on donne pour l'acné sévère. Oui, je l'ai fait aussi. Voilà. Donc je pensais que c'était des effets secondaires. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal d'effets secondaires. C'est assez fort. Donc oui, je comprends que tu aies fait l'amalgame, enfin que tu aies pensé que ça puisse venir de là, quoi.
C'est ça. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait expliquer en fait ce déclin au niveau de ma santé. Rien n'avait changé, mis à part, la prise de ce médicament. C'est un médicament qui est très controversé, qui assèche les muqueuses. Donc j'ai pensé que ça pouvait être lié. Ouais. J'ai arrêté le traitement et puis, là on était en été 2015. Je devais partir en Belgique, à Bruxelles, pour un stage et les symptômes sont réapparus en masse. La veille en fait de mon départ pour la Belgique, avec de nouveaux symptômes. C'était le stress, tu penses, qui aussi a augmenté ça? Eh beh, peut-être, je ne sais pas parce que je ne me sentais pas particulièrement stressé, mais après au niveau inconscient, on sait pas ce qui se passe. C'est vrai que de partir, dans un pays, qui n'est pas le nôtre, pour un stage, ça peut être stressant. Ouais, Donc peut-être que ça a joué, mais je pense que c'était plus en fait le cycle de la bactérie. d'accord, ouais, ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'était toutes les 3, 4 semaines que les symptômes venaient en masse et repartaient. Ah oui, donc c'était vraiment cyclique, tu avais des phases un peu mieux, des phases ça repartait et c'était pire en pire, non? C'est ça. Au Ouais. départ, c'était assez concentré dans la partie supérieure de mon corps. Donc au départ, c'était vraiment au niveau de la tête. Et puis ensuite, ça a été au niveau des épaules, de la nuque, le haut du dos, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'inflammation. Et puis après ça s'est propagé dans tout le corps. Donc oui, ça fait penser à une infection, a posteriori. Surtout que je me souvenais d'une morsure qui m'avait plus ou moins marqué lorsque j'étais étudiant, à Strasbourg, au niveau du cou. Donc je pense que j'ai été piqué au niveau du cou. T'étais à une randonnée? T'étais parti Pas du tout. Ah non, c'était vraiment dans la ville à Strasbourg que ça s'est produit. Je pense que c'était chez moi parce que j'avais, pas mal d'araignées chez moi et je pense que ça a été une piqûre d'araignée, en tout cas ça y ressemblait au niveau du cou et je pense que l'araignée était elle-même infectée. D'accord. Parce qu'en effet, c'est ce que je disais, en début d'interview, la maladie n'est pas transmise que par les tiques. Alors ça, c'est hyper intéressant. Et oui, et hyper flippant. Ouais, exactement, Mayday! Toutes les araignées, d'accord, putain, c'est dingue. J'ai beaucoup de consultants aujourd'hui parce que je suis naturopathe spécialiste de la maladie de Lyme qui ont commencé à ressentir des symptômes suite à une morsure, ou une piqûre, d'araignée. Eh ben dis donc, d'accord. Donc hormis les tiques et les araignées, quelles autres bêtes peuvent nous infecter? Alors, tous les insectes piqueurs peuvent en théorie transmettre la maladie. Alors en revanche, je n'ai jamais vu de personnes qui ont développé la maladie, suite à une morsure de moustique. Ouf, ils ont d'autres Heu, merdes à nous filer déjà. c'est ça. J'ai déjà eu des cas de punaises de lit, donc d'araignées, de tiques bien évidemment. Généralement, c'est ces trois insectes, hein, qui reviennent le plus. Ouais, Mais une étude en Allemagne a, trouvé la présence de borrélie dans des moustiques. donc ça ne saurait peut-être tarder, quoi. C'est sympa, Je bon, ne on sais va tous pas. vivre reclus, c'est la fin du monde. Je ne sais pas. En tout cas, ça reste quand même principalement les tiques et dans un second, plan, les araignées. Ouais. Et alors toi, justement, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste que ça pouvait être cette maladie? Alors, justement, alors que j'étais, en stage à Bruxelles et que les symptômes étaient donc, revenus de plein fouet, je passais pas mal de temps sur, internet pour trouver la cause de ces symptômes et je suis tombé sur un article relatif à la maladie de Lyme. Mmh. Mais ça ne correspondait pas exactement à mon histoire. Bah oui, surtout si toi tu t'es fait piquer par une araignée, tu te dis: «Mais non, mais j'ai pas été piqué par une tique, il y a que les tiques qui peuvent transmettre ça». Donc du coup, oui, tu devais être un peu dégoûté de te dire: «Bah non, ça aurait pu être ça, mais ça ne l'est pas». C'est ça et puis je me focalisais beaucoup sur les douleurs dentaires, les douleurs au niveau de la mâchoire parce que c'était vraiment le symptôme qui était, apparu en premier lieu et c'était celui qui me dérangeait le plus et quand on lit, sur la maladie de Lyme sans pousser la recherche, quand on se contente de lire les premiers liens, qui, apparaissent, quand on tape, la maladie de Lyme sur un moteur de recherche, on tombe en fait sur le cas d'école. Donc le cas classique avec en effet la morsure de tique, l'érythème migrant et puis surtout les douleurs articulaires et le brouillard cérébral. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu de douleur articulaire, mais c'était pas les symptômes qui étaient les plus, prégnants et les plus, handicapants chez moi. Donc voilà, j'ai gardé la maladie Lyme dans un coin de ma tête, mais j'étais pas convaincu parce que tout ne matchait pas et ensuite j'ai donc consulté différents médecins, une vingtaine, hein, au total, des spécialistes en tout genre qui ont fait, faire, des examens, des sérologies et cetera et rien ne ressortait. Ouais, donc c'est très, Si c très fatigant. C'est très fatigant, psychologiquement, c'est très dur, si ce n'est une carence en vitamine D.
Mmh. mais qui ne pouvait absolument pas tout expliquer. Et donc, parmi tous ces médecins, un seul a émis l'hypothèse de la maladie de Lyme. Donc, il m'a fait passer le test ELISA qui est revenu négatif. On en reparlera tout à l'heure, je pense, parce que c'est un des nombreux problèmes qui entourent la maladie de Lyme. Et donc, test négatif. À partir de ce moment-là, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle pour me concentrer à ma santé sur ma santé et donc j'ai changé mon alimentation, je me suis remis au sport, j'essaie de prendre soin de moi, de me reposer aussi parce que c'est vrai que j'avais passé, 1 année et demie, très intense et puis je ne me sentais pas mieux, donc j'ai décidé avec ma maman de partir, à l'étranger en vacances en Thaïlande parce que je me suis dit que ça pourrait être un test. Un test, étant donné que voilà, c'est un environnement qui est peu anxiogène, qui n'est pas stressant, qui est relaxant et étant donné que tous les médecins me parlaient de la piste du psychosomatique, je me suis dit que si mes symptômes s'amélioraient dans un tel environnement, c'est que c'était peut-être ça. Et puis il y avait aussi l'apport de vitamine D grâce au soleil. Donc j'ai estimé que ce serait intéressant, mais malheureusement, une fois en Thaïlande, mes symptômes ont empiré. Empiré pour le coup? Empiré, je pense que c'était le stress physiologique dû, Décalage horaire, à l'altitude, enfin l'avion et cetera. Je pense que ça m'a pas aidé et puis, là, je me suis, réveillé un matin et je ne sentais plus du tout mes membres. J'étais, comme paralysé donc en Thaïlande ça? en Thaïlande Très sympa, et c'est très rassurant. super vacances Mon pauvre. et donc je regarde ma mère et je lui dis: «Il faut que je trouve ce que j'ai parce que je vais mourir». Bah, tu m'étonnes avec tous ces symptômes, Symptômes qui ne faisaient qu'empirer, que se multiplier et donc là, c'était pour moi une question de vie ou de mort, hein. Je pense que c'est vraiment mon instinct de survie qui a pris le dessus et j'ai passé, toute la nuit à rechercher, sur internet, encore une fois et grâce aux différents, examens que j'avais pu passer, je pouvais exclure certains diagnostics et la seule maladie qui revenait, automatiquement était la maladie de Lyme. Je me suis dit: «Je vais vraiment prendre le temps de pousser la recherche», jusqu'à ce que je tombe sur un témoignage d'un jeune homme, voilà, qui devait avoir 25-26 ans, donc le même âge que moi à l'époque et qui, témoignait de sa maladie de Lyme sur YouTube. Donc c'était un jeune, californien et en fait, ce jeune homme a raconté mon histoire. ah oui, donc là ça a dû te faire un eureka ou un tilt quoi. C'est ça. C'était peu ou prou exactement la même chose. Ouais, donc il y a dû y avoir une partie de toi qui était soulagée aussi parce que bon, au bout d'un moment, quand tu fais tellement de tests, c'est très fatigant. En plus, toi, tu vas pas très bien, que ce soit moralement ou physiquement. T'as un peu l'impression d'être un malade imaginaire, pourtant tu penses que tu vas crever. Donc c'est vrai que le fait d'entendre ça, quelque part, il doit y avoir un soulagement sur le moment très fort, non? Oui, parce qu'on a enfin un diagnostic, on a identifié l'ennemi, on sait que c'était pas dans notre tête. Voilà, donc ça, c'est quand même, rassurant. Mais d'un autre côté, non, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de traitement, curatif à ce stade-là. Ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est une nouvelle bataille. C'est que tu as plus ou moins C'est identifié ça. la chose, mais que là, il y a une grosse bataille. Parce que parlons des diagnostics qui sont très compliqués. Je me souviens, certains devaient aller en Allemagne pour se faire tester ou alors aller chez les vétos parce qu'il y avait que ça qu'on pouvait voir. Enfin, c'était un petit peu particulier, hein, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, en France, on utilise, et c'est ce qui découle des recommandations officielles, un premier test qui s'appelle le test ELISA et s'il est positif, on va, utiliser un test de confirmation qui s'appelle le test Western blot. Le problème est que ces 2 tests ne sont, pas du tout fiables pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un test qui consiste à rechercher les anticorps contre, la borréliose. Or, la maladie de Lyme, par essence, induit peu d'anticorps étant donné qu'elle trompe et qu'elle manipule le système immunitaire. Donc ça, c'est compliqué et ensuite le test ELISA se base sur, environ alors c'est 5 ou 6 espèces de borréliose et principalement des borrélioses qu'on retrouve, aux États-Unis, alors qu'en fait, il en existe plus d'une centaine. Et qui ne sont pas les mêmes en France. Tout à fait. Test très peu fiable. Il y a des personnes qui ont témoigné, c'était d'ailleurs passé aux infos et on peut retrouver les vidéos sur YouTube, des malades de Lyme qui ont envoyé leur, sang le même jour dans différents laboratoires pour le test ELISA et puis vont être positifs dans une région ou dans un laboratoire et négatifs dans l'autre. Mon Dieu, ça se cognait la tête contre le mur, hein.
C'est ça. Et en fait, c'est parce que il y a un quota de malades à respecter selon les régions. Ah d'accord, c'est sincère, c'est bien. C'est très sincère. C'est en fait pour que la maladie reste considérée comme une maladie plus ou moins rare. Et donc, en effet, certaines personnes se font passer pour leurs animaux de compagnie pour avoir accès au test, PCR, donc un test qui est en fait une méthode d'amplification de l'ADN qu'on utilise pour tracer l'ADN de la borréliose dans tous les fluides du corps où elle pourrait se loger. C'est un test qui est plus fiable que le test ELISA et Western blot, mais qui ne l'est pas entièrement non plus. Et puis, il existe d'autres tests sur le marché. On a la ponction lombaire, qui recherche la présence d'anticorps dans le liquide céphalorachidien, mais qui n'a que peu d'intérêt parce que très douloureuse, à risque, et puis taux de fiabilité de l'ordre de 15% en moyenne. Ah oui, donc oui, rapport qualité-prix, entre guillemets, c'est pas terrible, hein. C'est ça. On a les biopsies de tissus qu'on peut faire sur l'érythème migrant, mais étant donné qu'il y a un érythème migrant, on sait que la maladie est déjà présente, donc très peu d'intérêt. On a le test de la goutte épaisse, qui consiste en fait à repérer la borréliose sous un microscope à partir d'un peu de sang. D'accord. Et ça? Pas génial non plus. Et on a le test ELISpot qui consiste à mettre en évidence l'activité des lymphocytes T du patient contre la borréliose. C'est le test le plus fiable dont on dispose à l'heure actuelle, Ah! mais il n'est pas entièrement fiable non plus. Alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on pense qu'on a été en contact avec cette bactérie? Alors, si vous pensez être potentiellement malade de Lyme, ce qu'il faudrait faire est de contacter une association de malades, la plus connue et la plus efficace étant France Lyme, qui va vous donner les coordonnées d'un médecin spécialiste de Lyme dans votre région. Ouais, au moins se faire accompagner et pas prendre pour un fou, déjà ça fait du bien. Tout à fait, Et puis ça nous évite les pertes de temps, en plus, comme toi tu as pu avoir avec tous les spécialistes que tu as vus. c'est ça. Et le médecin spécialiste va utiliser la méthode dite du faisceau d'indices pour poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'il va vous questionner sur votre anamnèse, sur votre histoire. Est-ce que vous avez vécu dans une région à risque? Est-ce que vous avez tendance à vous balader en forêt? Est-ce que vous avez un conjoint qui présente une symptomatologie qui est atypique, qui aurait potentiellement pu vous transmettre la maladie de Lyme? Donc voilà, beaucoup de questions par rapport à votre histoire. Il va se concentrer également sur l'examen clinique. Si la personne présente une symptomatologie multisystémique et multiorganique avec des symptômes migratoires et inexpliqués malgré tout un tas de tests, c'est un autre indice qui est très fort. Il va utiliser certains tests, même s'ils ne sont pas fiables. Ça peut être un outil qu'on prend en compte, notamment le test ELISpot, qui reste quand même le plus fiable. Et puis, si tous ces indices orientent vers la maladie de Lyme, ce qui se passe généralement est que le médecin va donner un traitement d'épreuve, donc des antibiotiques, chimiques ou naturels. Il va observer vos réactions. Si vous vous améliorez, c'est qu'en effet, le problème est bien d'ordre bactérien. Et si vous vous aggravez, c'est aussi le signe que le problème est bactérien, parce que le fait de détruire les bactéries va provoquer des réactions, ce qu'on appelle des réactions Alzheimer, Ah oui. c'est-à-dire une relâche de toxines dans le corps qui est pro-inflammatoire. Mais à quoi ça sert de faire le test si ça montre dans tous les cas qu'on est contaminé avec ces bactéries en question? Eh bien, c'est pour être sûr que on est bien porteur de la maladie de Lyme et ensuite pouvoir avoir accès à un traitement plus complet sur le long terme. D'accord, c'est un premier traitement. C'est ça. Tout ce que tu m'as dit, c'était des tests en laboratoire. Oui, tout à fait. D'accord. Pour en revenir à ton histoire, t'avais beaucoup d'autres problèmes. T'avais la candidose, la chlamydia, Epstein-Barr virus, mycoplasma, acidose, etc. Est-ce que tout ça, ça a été déclenché par l'infection de la bactérie ou est-ce que ça s'est empiré parce que justement la bactérie, elle est allée par là et elle est partie aggraver tes fragilités? Très bonne question. Mais je pense que c'est un petit peu des deux. Hmm. Alors en effet, donc à cette époque, j'étais sous traitement Roaccutane. J'avais aussi énormément de troubles ORL chroniques, écoulement post-nasal, des cornets nasaux hypertrophiés, donc j'avais le nez qui était constamment bouché. Je tombais souvent malade. Il y a ça qui a joué en ma défaveur. Je n'avais pas une hygiène de vie qui était exemplaire. Bah t'étais jeune aussi, hein, c'est... Voilà. Beaucoup d'alimentation industrielle, je buvais beaucoup de soda, je mangeais beaucoup de sucre.
J'étais aussi stressé parce que, voilà, les études de droit, c'est des études qui sont très, prenantes. Je ne m'exposais pas au soleil à cause du traitement Roaccutane, notamment. Bah, je te comprends bien là-dessus parce que moi qui ai pris beaucoup d'antibio et Roaccutane contre l'acné, et ben j'avais pas le droit au soleil et pareil j'avais une énorme carence en vitamine D, ce qui est hyper mauvais pour moi en fait le soleil était devenu l'ennemi, c'est qu'il fallait pas du tout que je me mette dans le soleil alors qu'en fait ça fait vraiment du bien et que avec parcimonie c'est essentiel. C'est un peu dommage et je pense qu'on est beaucoup d'anciens acnéiques à penser comme ça, tu sais. Tout à fait. Et le soleil, enfin la vitamine D issue du soleil, nourrit le système immunitaire. Donc c'est vraiment indispensable. Hmm. Et donc je pense que c'est tous ces facteurs-là préexistants qui ont affaibli mon terrain et qui ont permis à la borréliose et aux co-infections, présentes, dans l'insecte piqueur de prendre une telle ampleur chez moi. Et une fois qu'on est atteint par la maladie de Lyme, cette maladie va provoquer ou aggraver cette immunosuppression. Et par voie de conséquence, d'autres infections dont on est déjà porteur vont se réactiver, notamment Epstein-Barr, chlamydia, candidose, mycoplasme, etc., etc. C'est des pathogènes dont tout le monde est porteur. Et puis comme tu dis, avec une hygiène de vie qui n'est pas terrible, tu continues à apporter des toxines à ton corps et ton corps il lutte de plus en plus et C'est ça, donc c'est un cercle vicieux pour nous et un cercle vertueux pour la bactérie. miam miam miam. Parce qu'en plus d'être clairement affaibli de ce que tu nous as raconté et de ressentir une grande souffrance, comment tu as géré ton état psychologique? Comment tu te sentais? Comment tu le vivais? Ça devait être très fatigant, tu devais être donc de un fatigué, tu devais passer ta vie à essayer de chercher la raison et les causes de tous ces problèmes-là, ce qui est perturbant parce que les problèmes deviennent ton identité en plus de ça. Donc peut-être que tu as perdu des amis, peut-être que ta famille elle n'était pas, je sais pas, j'ai l'impression que ta mère en tout cas elle te soutenait, mais comment ça s'est passé? Comment était ton état psychologique? Désastreux. Ouais. C'était très, très difficile, j'avais très peur, parce que je voyais bien que c'était quelque chose d'inhabituel, donc j'avais peur que personne n'ait de réponse. C'est vrai que sur internet, on trouve tout et n'importe quoi, les ressources sont illimitées. C'était très, compliqué de trouver de l'information viable. C'était aussi très, effrayant parce que tu lis, des choses qui sont parfois, extrêmes et horribles et tu as du mal à prendre du recul en tant que malade. C'est un peu étonnant ce que je vais dire, mais c'est que quand tu souffres aussi fort toute la journée, tu te dis que tu aimerais bien connaître le coupable, connaître le nom du problème qui te cause toutes les souffrances, parce qu'au moins tu saurais quoi chercher. C'est ça. Tu subis complètement la maladie et puis, l'inconnu fait peur. Ouais. Alors qu'une fois que tu as un nom, alors ça peut continuer quand même à faire peur, mais tu reprends une partie du contrôle. Ouais, ça fait du bien des fois d'avoir le nom de tes problèmes, la cause de tes problèmes. Bien sûr. Donc en effet, d'un point de vue psychologique, c'était très difficile, j'avais très peur. Je me sentais incompris, je me sentais, oui, incompris par, le corps médical, par, mon entourage et moi-même, je ne comprenais pas en fait ce qui arrivait à mon corps. Surtout de la peur et de l'incompréhension, un petit peu de colère, surtout lorsque le diagnostic tombe, on est en colère contre le corps médical, Ouais. de ne pas nous avoir aidés. On peut se sentir humilié parfois parce que c'est vrai que les consultations peuvent être, difficiles. On se sent jugé, on se sent, pris, pour, Un objet. ce que un objet, pour un hypocondriaque, pour un fou, enfin vraiment c'était compliqué, Et puis ça coûte cher. Faut dire ce qu'il y a, de voir des spécialistes, ça coûte cher. C'est pas forcément le médecin du coin à 27 €. ça coûte cher et puis, dans mon cas aussi, ce qui était compliqué, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et que je n'avais même pas véritablement le temps d'investir mon énergie dans la recherche de la cause de ces symptômes. J'étais pris par mon travail donc, c'était compliqué de tout gérer et puis, une fois que le diagnostic tombe ou bien une fois qu'on arrête, de travailler parce qu'on n'en est plus capable, c'est compliqué d'être contraint, d'être pris en charge par, sa famille, par exemple, de ne plus travailler, donc on se sent inutile parce on a l'impression de ne pas avoir de valeur parce qu'on ne crée rien. On a l'impression d'être une charge pour son entourage. On en parle à nos amis, mais Tu sens qu'ils sont un peu lointains, quoi. oui et puis on sent qu'on vit des choses qui sont complètement, différentes. Ouais. Bah c'est sûr, surtout à ce jeune âge, quoi. Eux, ils vont faire la fête ou je ne sais quoi, et toi, t'es là, resté au lit parce que t'as de la fièvre et tu te sens pas bien. Tout à fait, donc on se sent isolé, on se sent, différent. Hmm. Donc oui, c'est très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Je me demandais, est-ce qu'on peut avoir une deuxième fois la maladie de Lyme? Oui, bien sûr, personne n'est à l'abri d'une recontamination.
on peut être piqué à nouveau par une tique ou un autre insecte qui va transmettre d'autres espèces, d'autres souches de borréliose et d'autres co-infections. D'accord. Donc même si on est déjà malade, c'est très important d'utiliser un répulsif lorsqu'on se balade dans un lieu potentiellement infecté de tiques. Il est très important de porter des habits longs, clairs, fermés au niveau des poignets, des chevilles, de la taille. Bien s'auto-examiner ou demander à quelqu'un de nous examiner lorsqu'on rentre d'une balade. Donc oui, il faut absolument maîtriser et respecter les gestes de prévention qui sont d'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur mon site internet si ça intéresse les auditeurs. Ouais. Est-ce que tu connais des marques de textiles qui ont été créées pour se protéger des tiques pendant les promenades ? Alors bonne question, je pense que de nos jours tout se fait, donc ça doit exister, mais ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. Généralement les personnes portent leurs habits Et souvent c'est un short parce qu'il fait chaud. ou alors si justement ils sont sensibilisés à ça, ils vont porter un jogging blanc ou un pantalon blanc qui vont rentrer dans leurs chaussettes Ouais. et même chose en haut. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il faut au moins 24 heures à une tique attachée à ton corps pour te transmettre la maladie ? Non, ce n'est pas vrai, on peut être contaminé en quelques heures seulement. Ok, c'est bon à savoir parce que des fois tu te dis bon bah voilà, ça fait juste 3 heures que je me suis baladée, j'ai vu que j'avais un tic dans le nombril, je l'ai retiré, c'est bon, je suis tranquille. Mais non, pas nécessairement. Alors c'est sûr que les chances d'être infecté sont moindres dans ce cas-là, mais c'est toujours possible. D'accord. Ok. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont cette maladie et qui souffrent énormément, tant bien physiquement que psychologique ? Quels conseils tu pourrais leur donner ? Alors, pour les personnes qui souffrent de symptômes inhabituels, inexpliqués et qui sont en errance médicale, je leur conseillerais de se faire confiance, de s'écouter parce que nul n'est à même de mieux connaître leur corps qu'eux-mêmes. Donc très important qu'ils se fassent confiance et ensuite de chercher des réponses, de ne pas hésiter à chercher une aide extérieure, de ne pas abandonner, de continuer, de persister jusqu'à trouver Le une spécialiste réponse. ou une réponse, ouais. Voilà, on finit toujours par trouver. Et une fois qu'on a un nom sur nos symptômes, s'investir pleinement dans la compréhension de sa pathologie, la démystifier. Oui, reprendre en fait la responsabilité plutôt que la laisser aux spécialistes aussi. C'est ça, tout à fait. Trouver également les bons thérapeutes, les bons professionnels pour avoir un protocole qui soit personnalisé, un professionnel qui soit patient, qui prenne le temps, où il y a un vrai lien de confiance qui s'installe. Et puis, lire et relire des choses positives, des témoignages de guérison. Très important d'éduquer son cerveau et son esprit à la positivité, se focaliser sur ce qu'il vous reste encore, même si c'est peu, s'émerveiller devant la nature, devant une musique, devant un baiser. Voilà, continuer quand même à s'émerveiller, pratiquer la visualisation, s'imaginer en pleine santé, prendre du recul par rapport à ses symptômes. C'est important de s'écouter, mais il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Donc, Il y a des jours où c'est difficile, je pense quand même. Bien sûr, mais ce que je répète souvent à mes consultants est que les symptômes sont en fait des messages, des signaux du corps pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut continuer encore à travailler dessus. Ouais. Voilà, et investir son énergie à mettre en œuvre tous les jours des choses qui vont dans le sens de la guérison. Donc bien prendre son traitement, bien s'alimenter, essayer de pratiquer de la méditation, des choses qui nous font du bien. Ne pas investir son énergie à remuer la colère. Bien sûr. C'est ça. Ne pas s'isoler à outrance. Il est important de trouver le juste équilibre entre le besoin d'isolement, de solitude, de repos, et puis la vie sociale, les sorties, dans la mesure des capacités de chacun, bien sûr. Ouais. Voilà, ne pas s'enfermer dans le statut ou le rôle de malade, ne pas s'y complaire. Ce qui est difficile, je trouve, et c'est vrai qu'on est vite tenté pour toutes les maladies d'ailleurs, de se victimiser et d'aller pleurer dans son lit plutôt que de trouver le courage d'affronter les problèmes. On a un peu cette habitude-là, je pense que c'est une sorte d'éducation. C'est plus facile d'être triste quelque part que d'affronter la chose.
C'est ça, tout à fait, et faire un effort proactif à réfléchir positivement, à continuer à sortir, à se sociabiliser un minimum, et cetera. Ne pas s'enfermer dans ce rôle de malade, c'est très Mmh. important. Dès que ça va un petit peu mieux, tu profites pour, hop, aller voir un ami ou qui te change les idées aussi. Peut-être pas toujours parler de toi aussi. Il y a peut-être ça, parce que je pense que quand on est malade, ce qui est complètement, ce qu'on comprend totalement, hein, c'est qu'on a envie de parler ses soucis, parce qu'on a besoin je sais pas, de reconnaissance ou en tout cas d'être encouragé. Et donc des fois, tu as tendance à, c'est ce que je disais au début de l'épisode, à t'identifier avec tes problèmes, à devenir une victime. Et c'est pas sain à la fois pour toi et pour tes relations. Des fois, c'est bien aussi de sortir de ce corps de malade, de cette relation que tu as avec toi-même négative, et d'essayer de te changer les idées, et voilà quoi. Tout à fait, et je me rends compte lorsque j'étais malade, lorsque j'étais avec des amis et que je discutais de choses et d'autres ne concernaient qui ne concernaient pas ma maladie, je ressentais moins mes symptômes. Alors ils étaient Ouais. toujours là, en fond, hein, mais le fait de se focaliser sur autre chose, de penser à autre chose, amoindrit, les sensations douloureuses. Je suis complètement d'accord avec toi, et moi j'ai un autre truc, c'est que moi j'ai des douleurs articulaires, etc. Et par exemple, je vais avoir très mal au genou, puis après je vais me faire mal, par exemple, je vais me faire mal au pouce, et donc du coup, bah, ma douleur au genou, elle va être beaucoup moins forte que la douleur au pouce, et je vais plus penser à la douleur au pouce que finalement à la douleur au genou. Donc c'est une question d'intensité et de ce sur quoi ton mental se concentre. C'est exactement ça. D'où, comme tu dis, la méditation, ou peut-être sortir et se changer les idées pour vraiment penser moins et donner moins de pouvoir à ses soucis en fait. C'est ça, tout Ouais. à fait. Bon, bah très bien. Parfait pour ce petit conseil, pour ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour connaître les outils pour se soigner de cette maladie. Merci beaucoup, Adam. Merci à toi.